Imaginez une nuit silencieuse au milieu du Moyen Âge. Le soleil s'est couché depuis longtemps. Le village baigne dans l'obscurité, et la seule source de lumière est la lune et la faible flamme d'une torche derrière les volets. Partout règne un silence profond, qui peut à tout moment être brisé par le craquement d'une brindille ou l'aboiement d'un chien. Au Moyen Âge, la nuit était synonyme d'incertitude et de danger. Les gens ne circulaient pas volontairement dehors après la tombée de la nuit, car les ténèbres cachaient des voleurs, des vagabonds, et parfois même des animaux dangereux. Il n'y avait pas de lampes électriques dans les rues, pas de téléphone pour appeler à l'aide, encore moins d'alarmes modernes. Pourtant, nos ancêtres devaient bien se débrouiller pour protéger eux-mêmes, leurs familles et leurs modestes biens contre les visiteurs indésirables. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les gens au Moyen Âge sécurisèrent leur foyer à une époque où n'existaient ni alarmes électroniques ni caméras. Nous vous montrerons les méthodes ingénieuses par lesquelles les villageois ordinaires protégeaient leurs chaumières avec des barres de bois et l'aide du voisinage. Comment les bourgeois verrouillaient leurs maisons à l'aide des premières serrures et des rondes de nuit, et nous révélerons même quelques méthodes surprenantes. Par exemple, pourquoi il valait la peine d'élever des oies comme alarmes vivantes, ou quel rôle jouaient la magie et la foi dans la sécurisation médiévale. Dans un moment, nous révélerons plus d'un secret surprenant. Par exemple, comment on peut attraper un voleur avec un simple morceau de fromage, ou pourquoi le château de Český Krumlov était gardé par des ours. Installez-vous confortablement. Nous commençons un voyage dans les temps où la sécurité du foyer dépendait de portes solides, de bonnes relations de voisinage et d'un peu de cette ingéniosité médiévale. Le coucher du soleil était au Moyen Âge un signal de prudence. La nuit apportait l'obscurité et avec elle la peur de l'inconnu. Les habitants des villages et des villes savaient bien que dans l'obscurité noire pouvaient rôder des brigands attendant une occasion, des soldats licenciés sans travail cherchant à survivre par le vol, ou même des loups affamés à la lisière des forêts. La pollution lumineuse d'aujourd'hui n'existait pas. Dès que s'éteignaient les torches et les bougies, les rues étaient englouties par les ténèbres. Dans de telles conditions, l'habitation humaine était à la fois refuge et cible, refuge pour les familles honnêtes, cible pour les voleurs. Chacun s'efforçait donc de sécuriser au mieux sa maison ou sa chaumière contre la possibilité d'une attaque nocturne. En même temps, la plupart des gens ordinaires n'avaient pas beaucoup de biens de valeur, souvent juste la récolte, quelques outils, quelques bétails. Paradoxalement, c'est justement la modestie des biens qui protégeait parfois. Le voleur ne risquait généralement sa peau que là où il soupçonnait un plus grand profit. Le simple paysan perdu dans un village reculé pouvait espérer que les brigands le laisseraient tranquille et iraient plutôt piller des demeures plus riches. Mais ce n'était pas toujours vrai. Même aux pauvres, on pouvait voler un sac de grains ou l'unique chèvre, et pour lui, c'était une catastrophe. C'est pourquoi même les paysans les plus simples réfléchissaient à la façon de défendre leur foyer. Dès le XIIIe siècle, les chroniques mentionnent les voleurs comme des coquins méprisables, et les châtiments pour le vol étaient sévères, ce qui témoigne du fait que la crainte des vols était omniprésente. Nous parlerons encore de ces châtiments et de leur rôle, mais regardons d'abord comment les gens prévenaient l'effraction elle-même. Le soir avant le coucher se déroulait dans le foyer médiéval un petit rituel de sécurité. Fermer et sécuriser tous les accès possibles à la maison. Quand il faisait nuit dehors, le maître de maison faisait le tour de la propriété, rentrait les poules sur leur perchoir, vérifiait que le bétail était dans l'étable ou directement sous le même toit que la famille, fermait solidement les portes de la cour et les portes de la maison et les sécurisait avec une barre ou un loquet. À ce moment-là, la chaumière devenait une forteresse, même si ce n'était que d'argile et de bois, dans laquelle la famille espérait passer la nuit en sécurité. Quels moyens concrets et quelles astuces nos ancêtres savaient-ils à leur disposition? Découvrons-le. La protection individuelle de la maisonnette était une chose, mais au Moyen Âge, il était établi que la sécurité était aussi une affaire collective. Les gens vivaient en communauté, où ils se couvraient mutuellement.
L'organisation même des villages et des villes aidait à augmenter la sécurité. Par exemple, les villages naissaient souvent sur une colline ou étaient entourés de forêts, pour être plus difficile d'accès aux pillards. Les maisons se dressaient ensemble, même si elles n'étaient peut-être pas entourées d'une muraille commune. Les voisins s'entendaient mutuellement et pouvaient accourir à l'aide en cas de problème. Quand un paysan du village était réveillé la nuit par une agitation suspecte, il n'hésitait pas à alerter les voisins pour fouiller la cour sombre, une sorte d'équivalent médiéval de la surveillance de quartier d'aujourd'hui. La solidarité était une question de survie, car les bâtiments isolés loin des autres étaient une cible beaucoup plus facile pour les bandits. Dans les villes, la défense commune se manifestait de manière encore plus organisée. Les murailles et portes de la ville étaient la première ligne de protection. Elles fonctionnaient en fait comme une énorme alarme qui n'autorisait pas du tout l'entrée aux voleurs potentiels. Après la tombée de la nuit, les portes de la ville se fermaient, et qui restait dehors avait de la malchance, ou devait donner aux gardes à la porte une raison vraiment valable pour qu'ils le laissent entrer. À l'intérieur de la ville, les habitants comptaient sur l'institution de la garde de nuit. Dans les rues circulait le veilleur de nuit avec sa lanterne et sa hallebarde, annonçait l'heure et veillait à l'ordre. Les veilleurs de nuit étaient choisis par le conseil municipal et juraient de veiller sur la tranquillité des citoyens. S'ils apercevaient un individu suspect ou même surprenaient un voleur en flagrant délit, ils donnaient l'alarme, par exemple en sonnant du cor ou avec une clochette. C'était le signal pour que les bourgeois sortent de leur maison pour aider. Attraper le voleur, l'équivalent médiéval de l'alarme d'aujourd'hui, pouvait résonner dans les ruelles nocturnes, tandis que les poursuivants, avec des torches, chassaient le malheureux qui avait osé voler. Le statut urbain et les ordonnances imposaient souvent aux citoyens l'obligation d'aider lors d'une telle poursuite bruyante du voleur, d'où le terme, anglais hue and cry, pour l'appel public à l'aide lors de l'arrestation d'un malfaiteur. Ensemble, les bourgeois créaient ainsi un environnement où le voleur savait que s'il était pris, une dure représaille l'attendait. Justement, la menace du châtiment était une composante importante de la sécurisation au Moyen Âge. Les lois se durcirent progressivement et faisaient en savoir que le vol était un crime contre toute la communauté. Au haut Moyen Âge, il était courant dans de nombreux pays qu'aux voleurs reconnus coupables menace une sanction sévère, du pilori public et de l'amputation de l'oreille jusqu'à la corde pour les brigands notoires. Par exemple, en France, il devint assez habituel d'avoir comme châtiment justement la mutilation de l'oreille ou du nez, pour que chacun reconnaisse au premier regard un récidiviste. De tels exemples dissuasifs avaient un effet préventif. Le voleur potentiel réfléchissait bien si un sac de grains volé valait la vie avec une seule oreille ou même la corde à la potence. La peur d'un châtiment sévère complétait donc paradoxalement les mesures purement physiques et contribuait à la sécurité des foyers. Pourtant, on ne peut bien sûr pas compter seulement sur le fait que les voleurs soient dissuadés par la loi. La prudence de l'individu était toujours de mise. C'est pourquoi nous nous concentrons maintenant sur la façon dont concrètement les gens sécurisaient leurs habitations par leurs propres moyens. Dans un moment, nous verrons de quoi étaient équipés les particuliers, des barres de porte aux premières serrures. À quoi ressemblaient les portes médiévales et qu'est-ce qui pouvait résister à la pression d'un bélier? Nous continuons juste après cette courte parenthèse. Le premier obstacle sur lequel tomberait un malfaiteur nocturne étaient les portes de la maison médiévale. Celles-ci n'étaient certainement pas juste du contreplaqué léger. Au contraire, il s'agissait souvent de portails de bois massif renforcés de ferronnerie. Déjà au Moyen Âge, il était établi que la porte d'entrée était l'endroit clé pour la sécurité de l'habitation, et nos ancêtres l'amélioraient donc autant qu'ils le pouvaient. La sécurisation la plus répandue et la plus accessible des portes était la barre de bois. Le soir, quand tous étaient à l'intérieur, le maître de maison glissait de l'intérieur, dans les supports métalliques, préparait une barre massive, poutre ou tube, qui verrouillait les portes si solidement qu'il était impossible de les ouvrir de l'extérieur. Cette méthode simple mais efficace
s'utilisaient des chaumières les plus pauvres jusqu'aux meilleures maisons. La barre, pratiquement tout le monde l'avait. C'était la base. De même qu'aujourd'hui nous fermons les portes à clé comme première mesure. Même les découvertes archéologiques des villages tchèques suggèrent que même les maisons simples avaient une bonne sécurisation des portes au moyen de verrous et de barres, à en juger par les nombreuses trouvailles de pièces métalliques de portes. Quand la barre était en place, le voleur n'avait aucune chance d'ouvrir les portes silencieusement. Il aurait dû les forcer violemment, ce qui aurait fait du bruit et réveillé les habitants. Une situation pire se présentait quand la famille quittait la maison et que personne ne restait à l'intérieur. Par exemple dans la journée au champ ou lors d'un voyage au marché. Comment verrouiller la maison de l'extérieur? Ici intervient l'invention de la serrure et de la clé. Au Moyen Âge, l'art de la serrurerie se développait progressivement, et un forgeron expérimenté parvenait à créer une serrure merveilleusement élaborée. Mais quelque chose comme cela n'était pas une affaire bon marché. Une serrure sur la porte ne pouvait se permettre au début et au haut Moyen Âge que principalement la couche des bourgeois plus riches, ou la noblesse. Chez les chaumières pauvres, on ne trouvait généralement pas de serrure sur les portes. Là, le paysan comptait sur la barre mentionnée, et sur le fait qu'en son absence, éventuellement le voisin surveillerait la propriété. En revanche, la riche maison bourgeoise avait souvent des portes équipées d'une serrure à clé. Les premières serrures étaient à cadenas ou à encastrés, et les clés correspondantes avaient une forme relativement simple. Même ainsi, dès le XIIIe siècle apparaissent des trous de serrure de plus en plus compliqués et des clés avec diverses entailles et ornements, non seulement pour la décoration, mais aussi pour la sécurité. La règle était, plus la clé avait des dents complexes et tortueuses, plus la serrure était difficile à vaincre, par exemple avec un crochet. C'était en fait de véritables casse-têtes mécaniques. Les serruriers et les voleurs menaient un combat incessant. Les inventeurs de serrures trouvèrent de nouveaux trucs et les voleurs apprenaient à les ouvrir. En réaction à cela, parfois les propriétaires installaient 2 ou plusieurs serrures simultanément. À partir de certaines sources, nous savons que par exemple, les portes de la salle du trésor du château ou du grenier municipal avaient bécadant plusieurs serrures à la suite. Si le voleur voulait réussir, il devait ouvrir peut-être 10 serrures différentes, ce qui le retardait considérablement et le trahissait presque toujours. La clé devint un symbole de confiance et de pouvoir. Dans les foyers médiévaux, il était habituel de confier le trousseau de clés au membre le plus respecté de la famille. Dans les riches demeures, c'était souvent la dame de la maison qui portait les clés, la dame du château. D'elle vient aussi la désignation châtelaine, du français châtelaine, pour la femme avec une chaîne de clés à la ceinture. Qui avait les clés? Celui-là avait accès aux provisions, au coffre avec l'argent ou à l'atelier sous clé. Dans les maisons bourgeoises, on fermait souvent surtout les coffres forts et les entrepôts de biens de valeur, même si les portes d'entrée restaient peut-être seulement sur barre. Encore, beaucoup de gens ordinaires n'avaient pas de biens de valeur. Donc au lieu de verrouiller chèrement toute la maison, ils préféraient zérouiller ou cacher soigneusement le peu de précieux qu'ils possédaient. Par exemple, le commerçant pouvait avoir dans la maison une salle de vente librement accessible, mais derrière une chambre avec des coffrets verrouillés, où il gardait la nuit l'argent et les marchandises sous clé. Les villageois ordinaires utilisaient souvent plutôt des coffrets simples à serrure. Ceux-ci servaient comme coffre-fort domestique pour les documents officiels, les économies ou les petits objets de valeur. Au lieu de verrouiller la chaumière, ce qui n'était peut-être même pas techniquement possible parce que les portes n'étaient pas adaptées à la clé, ils cachaient les choses les plus précieuses dans un coffre, et puis éventuellement le cachaient encore sous le lit ou dans un coin, pour que le voleur éventuel n'en sache rien. La sécurisation des portes reposait donc sur une combinaison de force mécanique et d'ingéniosité. Les solides portails de bois sécurisés par une barre résistaient aux vagabonds occasionnels qui essayaient de prendre la poignée. Et si malgré tout se trouvait un voleur aguerri qui voudrait s'introduire de manière plus sophistiquée, une serrure l'attendait, et souvent pas qu'une seule. À son époque, c'était une technologie de pointe.
Le forgeron médiéval parvenait à fabriquer une serrure qui était une petite œuvre d'art. Parfois, le mécanisme de la serrure était caché, et le trou de serrure camouflé dans l'ornement de la ferronnerie, de sorte que l'intrus ne pouvait même pas facilement trouver où enfoncer le rossignol. D'autre part, le danger pouvait venir aussi d'une toute autre partie de la maison que des portes. Comment est-ce avec les autres faiblesses de l'habitation médiévale typique, par exemple les fenêtres, le toit ou les murs? C'est justement ce que nous allons examiner maintenant. Nous avons sécurisé les portes, mais qu'en est-il des fenêtres? La fenêtre est un endroit typiquement vulnérable de la maison, par où l'intrus peut pénétrer à l'intérieur. Au Moyen Âge, cependant, les voleurs avaient plus de difficultés, car les maisons ordinaires n'avaient pas beaucoup de fenêtres du tout. Pourquoi? D'une part à cause du climat. Par les fenêtres s'échappait en hiver l'air chaud, précieux, et aussi à cause du prix du verre. Les carreaux de verre étaient au Moyen Âge un luxe que seuls pouvaient se permettre les églises, les châteaux et les maisons les plus riches. La plupart des bâtiments n'avaient qu'une ou deux ouvertures de fenêtres, souvent complètement sans verre, seulement avec un volet de bois. Ces volets se fermaient solidement la nuit et se sécurisaient avec une barre ou un crochet, transformant ainsi la fenêtre en fente entourée de bois. S'introduire par là était une entreprise risquée et longue. Le voleur aurait dû rabattre ou forcer le volet, ce qui faisait encore du bruit. De plus, l'ouverture de fenêtre était petite, souvent juste comme une fente étroite ou un petit carré, parfois placé haut du sol. Même un brigand maigre aurait eu des problèmes à se glisser à l'intérieur silencieusement, sans faire tomber quelques objets à l'intérieur. Dans certaines maisons urbaines et demeures plus honorables, apparaissait aussi une autre astuce, les barreaux de fenêtres. Surtout aux fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur la rue, on posait des barreaux métalliques qui empêchèrent la pénétration. Nous connaissons cela encore aujourd'hui, avec les bâtiments historiques. Les barreaux forgés aux fenêtres ne sont pas juste de la décoration. À l'origine, ils avaient une fonction purement sécuritaire. À la campagne, on ne gaspillait pas le métal pour cela. Là suffisait le volet de bois. D'ailleurs, les découvertes archéologiques confirment qu'à la fin du Moyen Âge, les fenêtres des maisons villageoises se fermaient seulement avec des volets. Aucun remplissage de verre ou cadres à charnières n'ont été trouvés. Même les chaumières plus riches avaient donc au maximum deux petites fenêtres, une principale dans la pièce principale, et une autre comme petite fenêtre dite de fumée sous le toit pour évacuer la fumée. Toutes deux se rabattaient la nuit avec des planches. Une autre voie potentielle dans la maison était le toit ou les murs. Les maisons médiévales n'étaient de loin pas des bunkers de béton. Elles avaient souvent des murs de briques non cuites, de pierres jointes avec de l'argile, ou simplement de bois, construction en rondins. Le voleur aurait théoriquement pu essayer de percer le mur, ou de se creuser un passage à travers le mur d'osier et de torchis. Cela ne semble cependant pas avoir été très fréquent. D'une part, cela aurait encore fait beaucoup de bruit et pris du temps. D'autre part, cela aurait créé un grand trou par lequel le voleur aurait difficilement pu masquer sa présence lors de la fuite. De plus, beaucoup de maisonnettes villageoises avaient autour d'elles une cour clôturée, ou un jardin avec une palissade, ou un muret de pierre. La petite cour séparée par une clôture et un portail signifiait pour le brigand un obstacle supplémentaire. Il devait d'abord passer par le portail dans la cour, qui était fermée la nuit avec une barre comme les portes de la maison, et seulement ensuite aux portes de la maison. Tout ce processus de pénétration de plusieurs barrières augmentait considérablement le risque de découverte. Certains maîtres de maison tendaient en plus de petites complications. Par exemple, dans la cour, ils dispersèrent des branches sèches ou du gravier pour que chaque pas de l'intrus puisse être entendu. Aujourd'hui encore existe d'ailleurs la recommandation d'avoir sous les fenêtres une bande de gravier qui trahira le voleur silencieux par un son craquant. Dans un certain sens, c'est la continuation de la sagesse médiévale. L'intérieur de la maison médiévale était généralement une ou deux pièces, où dormait toute la famille ensemble. Cela aussi agissait comme une certaine protection. Si quelqu'un s'introduisait à l'intérieur, il tomberait pratiquement immédiatement sur quelqu'un de la famille.
Il n'y avait pas de chambres à coucher éloignées où le voleur se glisserait, pendant que le reste de la maison dort. Habituellement, quelqu'un dormait près des portes ou près du foyer, et ainsi le premier bruit inhabituel pouvait réveiller tout le monde. Une pratique courante était aussi d'avoir une arme à portée de main pour le cas d'urgence. À côté du lit, le paysan pouvait appuyer un gourdin ou une fourche. Le bourgeois avait près du lit une épée ou un poignard. On comptait avec le fait que quand les portes échouaient et que le voleur pénétrait à l'intérieur, on en venait à la défense personnelle. Ce n'est plus de la prévention d'effraction, mais toujours une partie de la sécurisation, la dernière assurance dans les mains du défenseur de la maison. Comme on le voit, la maison médiévale était certes du point de vue d'aujourd'hui une construction fragile, mais les propriétaires faisaient le maximum pour en faire une forteresse imprenable au moins pour ce temps critique du sommeil. Portes, fenêtres, murs, tout était subordonné à l'effort de compliquer le travail aux voleurs. Mais même avec des portes solides et des volets fermés, les gens voulaient idéalement savoir à l'avance que quelqu'un s'approchait. Une telle fonction d'avertissement préalable, d'une sorte d'alarme vivante, se confiait au Moyen Âge souvent à quelque chose qui ne sait pas ouvrir les portes, mais sait faire du bruit. Parlons-en davantage. Pas d'alarme électronique. Pas grave. La nature fournissait aux gens médiévaux un des systèmes d'avertissement les plus fiables, les animaux. Dès l'Antiquité, les gens élevaient tant des chiens non seulement pour la compagnie ou la garde des troupeaux, mais aussi pour la protection de l'habitation. Au Moyen Âge, ce n'était pas différent. Le chien de garde était littéralement le meilleur ami de l'homme et de sa maison. Les vieux chroniqueurs notaient bien parfois que chez la chaumière, le chien n'aboyait pas pour rien. Cela signifiait un étranger dans les environs. Les chiens, grâce à leur ouïe et leur odorat excellent, détectaient souvent l'arrivée d'un intrus plus tôt que les humains. Et que faisaient-ils ? Ils faisaient du vacarme. Au milieu de la nuit silencieuse, les aboiements résonnaient au loin et attiraient immédiatement l'attention. Pour le voleur, c'était une situation extrêmement désagréable. Chien qui aboie, tchaka, propriétaire réveillé, plus voisins réveillés. Les brigands voulaient éviter de telles situations à tout prix. Il n'est pas étonnant qu'on transmette le dicton du chien méchant aux portes, comme défense efficace. Une vieille histoire décrit même le conseil d'un brigand expérimenté qui instruit un voleur débutant. Si tu veux t'introduire quelque part, fais attention aux chiens. Un gros chien, tu peux parfois le faire taire avec un morceau de viande ou l'intimider. Mais le petit seul, le roquet bavard te trahira toujours. Mieux vaut ne pas du tout t'introduire dans une maison avec un teckel ou un ratier. Et vraiment. Tandis que le gros chien de garde pouvait aussi attaquer physiquement le voleur et le mordre, ce qui était en soi une excellente protection, surtout s'il s'agissait d'un bon mastif ou d'un chien de berger. Un tel petit chien, bien qu'il ne puisse pas retenir l'intrus par la force, faisait un vacarme terrible qui ne pouvait pas être fait taire. Les gens médiévaux préféraient donc parfois avoir une meute de chiens différents. Les gros dissuadaient tous les audacieux par leur aspect menaçant, et les petits fonctionnaient comme alarme. Les chiens avaient en plus l'avantage d'être vigilants même la nuit. Leurs instincts leur commandaient de défendre le territoire, et ils étaient donc naturellement motivés à aboyer sur les étrangers. Outre les chiens, cependant, existaient aussi d'autres gardiens que nous n'attendrions peut-être pas. Les oies villageoises ordinaires, se révélèrent être des gardiennes étonnamment efficaces. Les oies sont territoriales et savent réagir bruyamment par des caquettements aux étrangers ou aux prédateurs. La Rome antique avait sa légende des oies sacrées, qui par leur caquettement dans la nuit avertissaient le Capitole des Gaulois qui se glissaient. Et un principe similaire apparaissait aussi au Moyen Âge. Une cour pleine d'oies était pour le voleur un cauchemar nocturne. Il suffisait qu'il fasse claquer le portillon ou qu'il se glisse près de l'étable, et les oies déclenchaient un concert assourdissant d'ailes et de voix. L'alarme des oies était presque plus fiable que celle des chiens. L'oie, en effet, contrairement aux chiens, l'homme ne peut pas facilement l'apprivoiser et la corrompre. Elle est méfiante envers chacun. Certaines propriétés médiévales élevaient donc des oies non seulement pour le rôti et les plumes, mais aussi pour la sécurité. D'ailleurs, cette méthode a persisté jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'en 2012 gardait un entrepôt de whisky écossais Ballantines, un troupeau d'oies vivantes appelé Scotch Watch. Preuve moderne, amusante, que parfois les vieilles méthodes fonctionnent. Au Moyen Âge, les oies gardèrent de même les vergers monastiques, ou les cours seigneuriales, où vous attendriez aujourd'hui plutôt une alarme avec détecteur de mouvement. Outre les chiens et les oies, on peut mentionner aussi d'autres animaux qui pouvaient jouer un rôle. Les chats certes n'aboient pas contre les voleurs, mais maintiennent excellemment la maison sans souris. Cela servait pour que les rongeurs n'attirent pas de plus gros prédateurs, et pour que les provisions ne soient pas inutilement endommagées. Forme indirecte de protection des biens. Les chevaux et le bétail dans les écuries réagissaient aussi aux bruits inhabituels. Imaginez que quelqu'un se glisse la nuit dans l'étable. Les vaches commencent à bouger avec agitation, renacler, peut-être meugler. Le cheval tape du pied et hennit. Tout cela, le maître de maison pouvait l'entendre dans la pièce voisine. Le voleur qui voulait voler par exemple un mouton devait compter avec le fait que dès qu'il saisirait le mouton, l'animal commencerait à bêler et donner des coups de pied. L'élevage d'animaux à portée de main avait donc outre la signification économique aussi un effet d'alarme. Une maison pleine de vie était beaucoup plus difficilement attaquable silencieusement qu'un objet vide et silencieux. Les animaux fournissaient en somme aux gens médiévaux des sens supplémentaires. Le chien voyait avec le nez, le cheval entendait derrière les portes. Ce n'était pas infaillible, mais toujours mieux que rien. Aujourd'hui encore, les gens à la campagne disent « Mon chien entend quand quelqu'un d'étranger passe sur le chemin, avant même que je l'aperçoive. » C'est exactement comme cela que ça fonctionnait aussi au Moyen Âge. Et les voleurs craignaient ces alarmes vivantes plus que n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, que ferait le pauvre brigand contre une meute de chiens furieux qui se jetterait sur lui? Ou quand tout le village entendrait le vacarme des oies d'une cour, il ne lui resterait qu'à prendre ses jambes à son cou. Il semblerait donc qu'avec des portes solides, des fenêtres fermées et un chien fidèle au seuil, tout soit réglé. Beaucoup de gens allaient cependant encore plus loin et inventaient toutes sortes de pièges et astuces ingénieux qui devaient dissuader les voleurs ou au moins les attraper en flagrant délit. Et c'est justement sur ces méthodes inventives que nous nous concentrons maintenant. Certaines vous surprendront peut-être par leur créativité. L'imagination médiévale ne connaissait pas de limites quand il s'agissait de protéger les biens. Outre les méthodes traditionnelles, les gens recouraient aussi à diverses ruses et pièges pour tromper les voleurs. Imaginez par exemple que vous êtes aubergiste dans une ville médiévale et que vous voulez avoir un sommeil tranquille dans la chambre du haut. Sous vous se trouve la taverne, qui a des portes turbares. Mais que se passerait-il si quelqu'un les forçait quand même? L'aubergiste malin pouvait mettre au-dessus des portes un lourd pot d'argile sur une étagère branlante. Si alors quelqu'un ouvrait les portes violemment, le pot tomberait avec fracas sur le sol. Et outre qu'il frapperait peut-être le voleur, il ferait certainement du bruit qui réveillerait tout le voisinage. Un tel piège, primitif, fonctionnait comme alarme mécanique. De même, quelqu'un suspendait aux portes une clochette ou un faisceau d'objets métalliques tintants, qui résonnait dès que les portes bougeaient. N'importe quel piège sonore était le bienvenu, car le silence était l'allié du voleur et le bruit son ennemi. Une autre astuce était de retirer les moyens facilitant l'entrée. Par exemple, si la maison avait une échelle extérieure ou des marches par lesquelles on pouvait accéder à l'étage, la nuit on remontait l'échelle ou on levait les marches. Cela compliquait l'accès aux étages supérieurs. Certaines maisons, surtout dans les villes, avaient des portes pour domestiques ou des sorties de secours. Celles-ci se verrouillaient soigneusement la nuit ou se barricadaient avec des meubles. Les propriétaires de maisons savaient bien par où on pourrait éventuellement pénétrer, et n'oubliaient donc pas même les plus petites portes et passages. Parfois, ils faisaient même l'inverse. Ils créaient de fausses pistes et des leurres. Imaginez le labyrinthe dans le jardin du château. Ce n'est pas seulement pour l'ornement, mais aussi pour égarer l'intrus. Certaines sources parlent du fait que dans les riches demeures, il y avait des passages secrets et de fausses portes qui ne menaient nulle part.
mais devait dérouter le brigand éventuel qui s'était glissé à l'intérieur. Au lieu qu'il trouve rapidement la chambre avec le trésor, il errerait dans un couloir sombre vers des portes murées. Et qu'en est-il des astuces techniques? Vous serez peut-être surpris que les serrures ne devaient pas être seulement à clé. Existaient aussi les jouets technologiques de l'époque, les serrures casse-tête. Certains coffrets ou portails étaient équipés d'une serrure que n'ouvrait même pas la bonne clé, si vous n'effectuiez pas simultanément un certain geste. Par exemple, presser un mécanisme caché. Étaient connus les serrures à combinaison avec 2 trous de serrure, qui devaient être ouverts simultanément par un personnel à 2 membres, pour qu'une seule personne n'ouvre pas le coffre-fort. En Orient, et plus tard aussi en Europe, existèrent des serrures puzzle, petites serrures portables, dont l'ouverture dépendait de la résolution d'une énigme mécanique. Par exemple, faire tourner plusieurs anneaux dans la bonne position, de même que les serrures à code numérique d'aujourd'hui. Ces innovations ne décorèrent certes pas chaque propriété villageoise, mais dans l'environnement urbain ou chez les commerçants, on pouvait déjà les rencontrer. Le voleur qui ne savait pas résoudre un tel casse-tête avait de la malchance, et même les expérimentés perdraient-y beaucoup de temps, ce qui augmentait encore la chance qu'il soit surpris. Il vaut la peine de mentionner aussi les cachettes et refuges. Il ne s'agit pas directement de pièges à voleurs, mais de prévention astucieuse. Les gens médiévaux étaient inventifs pour cacher les objets de valeur. Les documents importants se mureraient par exemple dans le mur derrière une poutre. L'argent s'enterrait dans un pot dans la terre sous l'écurie, où l'odeur de fumier les cachait aussi au nez fureteur des chiens du brigand, s'il en avait. L'or ou les bijoux se cachèrent dans les provisions de grains, car qui se serait mis à fouiller tout de suite dans un tas de grains? En cela que les objets de valeur n'étaient pas en évidence ni aux endroits habituels. Le voleur pouvait fouiller la maison, et peut-être ne rien trouver, même s'il était entré à l'intérieur. Certes, ce n'était pas tout-puissant. Si le brigand capturait les habitants et commençait à les menacer, il apprenait facilement où était caché quoi. Mais pour le cas d'effraction silencieuse, quand personne n'était à la maison, c'était une feinte efficace. Nous devrions aussi mentionner les pièges qui pouvaient y blesser. Au Moyen-Âge et avant étaient connus dans l'art de la guerre diverses embuscades, des fosses couvertes avec des pieux aigus, dites fosses à loup, des pointes acérées dispersées sur le sol, dites chausse-trappes ou yeux de paon qui transpercent le pied. Mais l'usage de tels pièges brutaux dans une maison ordinaire était risqué et assez rare. Tout de même pourrait y tomber un membre de la maisonnée ou un voisin. On les rencontrait plutôt dans les camps abandonnés de bandits, ou sur le champ de bataille que sur le seuil de la chaumière. Néanmoins, l'effet intimidant était déjà dans la menace même du piège. Quelque part, peut-être, suffisait de disposer autour de la clôture des épines aiguës ou des tessons, pas directement un piège mortel, mais assez pour que l'intrus se blesse la main et change d'avis. Nous voyons donc que la gamme d'ingéniosité était large, des simples pots tendus pour tomber jusqu'aux refuges soigneusement pensés, et aux serrures avec secret. Les gens médiévaux n'hésitèrent pas à engager la créativité pour rester un pas en avant des voleurs. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la nécessité apprit à Dalibor le violon. Ici, la nécessité apprit aux paysans l'inventivité. Mais toutes les menaces ne pouvaient pas être détournées par des mesures visibles. L'homme médiéval croyait que des forces invisibles pouvaient aussi le protéger. Et nous arrivons ainsi dans le domaine de la foi et de la magie, qui étonnamment appartenait aussi au système de sécurité de la maison médiévale. Pour les habitants du Moyen Âge, le monde n'était pas divisé en purement matériel et spirituel. Au contraire, ces plans s'entremêlaient. Quand il s'agissait de protéger le foyer, les gens cherchaient souvent l'aide des forces supérieures, de la magie et de la foi. Ils avaient le sentiment qu'outre les portes verrouillées, la bénédiction divine ou un charme mystérieux pouvait aussi les protéger. Et ainsi, à côté des bars et des chiens, nous trouvons sur le seuil des maisons médiévales diverses amulettes, symboles et rituels, qui devaient chasser les forces maléfiques, et par extension aussi les voleurs, qui étaient parfois assimilés à ces forces maléfiques. Les plus répandus étaient naturellement les symboles religieux,
Les foyers chrétiens suspendaient au-dessus des portes une croix ou l'image d'un saint, dont ils croyaient qu'il était le protecteur de la famille. Par exemple, Saint Joseph ou Saint Christophe étaient les patrons du foyer et des pèlerins. Leur image près des portes devait assurer que rien de mal n'entre dans la maison. La craie bénite et l'eau bénite s'utilisaient aussi. Lors de la bénédiction de la maison, le prêtre marquait les portes avec de la craie bénite, coutume encore connue aujourd'hui, d'écrire les initiales des 3 rois au-dessus des portes et asperger les montants d'eau bénite. Ainsi, se créait selon la foi une protection spirituelle. Le voleur se dirait peut-être: je ferais mieux de ne pas grimper ici, cette maison est sous la protection des saints. Au minimum, cela avait donc un effet psychologique. Le brigand superstitieux pouvait s'effrayer qu'une malédiction divine ne le frappe. Outre les symboles chrétiens, existaient aussi des amulettes populaires et des objets magiques. Par exemple, le fer à cheval au-dessus des portes, perçu aujourd'hui principalement comme symbole de bonheur, devait à l'origine protéger la maison contre les mauvais esprits et les sorcières. Le fer était en effet considéré comme le métal qui chasse le mal. Si un fer à cheval était suspendu sur le seuil, cela devait repousser non seulement les démons, mais aussi les voleurs vivants, car le fer à cheval symbolisait en même temps que le propriétaire était prévoyant, et avait peut-être quelque part aussi une arme suspendue. Autre exemple sont les herbes et parfums. Au-dessus des portes, on mettait un faisceau de millepertuis ou d'ail, ce qui devait chasser les forces maléfiques. Et franchement, peut-être aussi les brigands. Car la forte odeur d'ail trahirait que quelqu'un s'approche des portes quand les animaux la sentiraient. Dans certaines maisons se trouvaient, lors de reconstruction derrière les poutres, des vieilles chaussures ou des morceaux de vêtements murés. C'étaient des pratiques populaires pour détourner le malheur, sorte d'offrande aux esprits de la maison pour qu'ils la protègent. Un chapitre très intéressant sont alors les incantations écrites et rituelles contre les voleurs, qui se sont conservées dans divers grimoires et livres de sorts médiévaux. Les gens qui croyaient en la magie essayaient de se défendre du vol surnaturellement. Comment cela fonctionnerait-il ? Par exemple, en prévenant le vol par un sort, existait par exemple une vieille procédure nordique. Sur les portes de l'étable par où vous sortez le bétail au pâturage, vous écrivez en latin et en anciennes runes une petite prière qui sonne à peu près. Seigneur, protège tes créatures, chevaux, porcs, vaches et moutons, contre les loups et les voleurs. On croyait qu'une telle inscription fonctionnait comme bouclier protecteur. Autre méthode, sort pour trouver le voleur. Quand on vous avait déjà volé, que faire ? Un manuscrit anglais du XIe siècle conseille: écris certains signes secrets sur un morceau de parchemin, mets-le dans ta chaussure sous le talon, et tu découvriras bientôt qui t'a volé la chose. Autre rituel, quelque peu morbide, d'Allemagne du XVe siècle, recommande de prendre la nuit un os humain, par exemple tibia, du cimetière, le poser sur le seuil de la maison d'où on a volé, allumer près de cela une bougie aussi longue que cet os, et réciter des formules magiques. Alors le voleur ne pourra pas cacher les choses volées, et vous y accéderez plus facilement. De telles pratiques montrent que le désir d'attraper le voleur amenait parfois les gens à des actes désespérés et bizarres. Il ne devait pas s'agir seulement de protection contre le vol lui-même. La magie aidait aussi à appréhender le coupable. Par exemple, c'est conserver une procédure où vous écrivez les noms des personnes suspectes sur des cailloux, vous les chauffez dans le feu jusqu'à blanc et puis les jetez dans l'eau froide. Le caillou qui craque le plus fort porte le nom du coupable, ainsi pouvait-on déterminer qui volait. De telles recettes existaient beaucoup, et bien que nous n'y croyions pas aujourd'hui, l'esprit médiéval les prenait au sérieux. Et au minimum cela avait un effet. La foi publique en de tels détecteurs pouvait agir préventivement. Imaginez que vous êtes voleur et que vous savez que la vieille herboriste locale sait un sort qui montre qui a volé. Voudrez-vous prendre ce risque ? Peut-être préfériez-vous ne pas aller voler du tout. La foi et les superstitions complétaient ainsi tout le système de protection du foyer. Elles combinaient la dimension psychologique avec la spirituelle. Les gens se sentaient plus en sécurité quand ils priaient pour la protection de la maison, et en même temps croyaient que le malfaiteur, humain ou non humain, se heurterait à une barrière de force invisible,
Bien sûr, réellement cela ne fonctionnait pas toujours. Mais nous ne devons pas omettre quel grand rôle jouait au Moyen Âge la peur de l'enfer et des superstitions. Le voleur qui voyait sur les portes un signe magique ou une inscription latine pouvait s'inquiéter. Et s'ils me maudissent? Et s'il m'arrive un malheur? Même de tels doutes pouvaient dissuader quelque nature plus faible du cambriolage. Et sinon, la victime pouvait au moins se consoler, que l'acte du voleur lui reviendrait par un châtiment divin. Nous avons donc passé en revue toute la gamme des mesures purement physiques ou spirituelles. En conclusion, regardons encore les extrêmes de la sécurisation de l'époque, à savoir les cas où le foyer lui-même se transformait en petite forteresse. Jusqu'ici, nous avons parlé principalement des gens ordinaires, mais qu'en est-il des plus riches, de la noblesse et des souverains? Comment étaient sécurisées leurs maisons, châteaux, tours fortifiées et châteaux forts? Cela aussi fait partie de l'histoire de la sécurisation médiévale des foyers, bien qu'à quelque peu grande échelle. Au sommet absolu de la pyramide de sécurité médiévale se dressaient les châteaux, tours fortifiées et châteaux forts. Le château était en substance une énorme maison qui servait principalement à la défense. Les nobles et souverains construisaient leurs demeures pour qu'elles résistent à des armées entières, à plus forte raison aux voleurs individuels. Pourtant même ici, nous trouvons des parallèles avec ce que nous avons décrit chez les simples maisonnettes, seulement à plus grande échelle et avec une exécution professionnelle. L'idée de base du château, se séparer de l'environnement par autant d'obstacles que possible. Remparts, tours, fossés, ponts-levis, créneaux, meurtrières, tout cela n'était rien d'autre que des éléments de sécurisation sophistiqués. Quand nous y réfléchissons, par exemple le fossé du château plein d'eau fonctionne de même que les portes verrouillées. Il arrête l'intrus à l'entrée. Au lieu de serrure, le château avait un pont-levis. Dans la journée, on l'abaissait. Les gens entraient. Mais la nuit, le pont se relevait, et restait un large fossé qu'on ne pouvait pas franchir. Les légendes mentionnent parfois des cas extrêmes, où dans le fossé, on installait aussi des animaux pour plus de terreur, par exemple des serpents venimeux, ou même des ours. Il existe vraiment un cas documenté des terres tchèques, où le fossé du château était habité par des ours. Aujourd'hui encore, des ours sont élevés dans le fossé du château de Český Krumlov, ce qui fait suite à la tradition médiévale qui commença déjà au XVIe siècle, Renaissance tardive. Une telle protection était non seulement physique, mais aussi psychologique. Qui voudrait grimper là où guettent des ours furieux? La porte du château était souvent équipée d'une herse tombante, dite grille, et de plusieurs portails massifs à la suite, de sorte que pénétrer à l'intérieur violemment était extrêmement difficile. Les défenseurs utilisaient en plus l'architecture. Derrière la porte était le dit assommoir, Murder Hole, ouverture dans le plafond, par où sur les éventuels ennemis qui avaient à pénétrer, on versait de l'eau bouillante, on jetait des pierres ou on tirait des flèches. C'est bien sûr la situation extrême du siège du château, pas la protection ordinaire contre les voleurs, mais le principe est similaire à celui de la maisonnette avec plusieurs serrures. Plus d'obstacles à la suite. Plus grande chance d'arrêter le voleur. À bien des égards, la vie du château était déterminée par la sécurité. Les fenêtres au château étaient de petites meurtrières, fentes étroites, pour que personne ne pénètre à l'intérieur. De même que le petit paysan avait une petite fenêtre avec volet. Les portes du château avaient une barre comme les portes de la chaumière, seulement peut-être en fer et plus solide. Et les clés, celles-ci au château teintaient à la ceinture du bourgrave et de la châtelaine. Des chambres fermées à clé au trésor jusqu'au tonneau de vin, tout était sous clé. Les châteaux avaient en plus une garde permanente. Ce qu'était pour la ville le veilleur de nuit, c'était pour le château le gardien armé, sentinelle sur les remparts. Celui-ci avait pour tâche de faire attention aux mouvements autour du château, de signaler si quelqu'un de suspect traînait dans les environs. Du coup, le voleur n'aurait pas eu la chance de même s'approcher, encore moins de s'introduire. À côté du château se dressait une sorte de petite copie, la tour fortifiée ou la ferme fortifiée du riche gentilhomme. Ces bâtiments aussi étaient conçus en tenant compte de la sécurité. Murs épais, petites fenêtres, fossés ou palissades autour.
Souvent, ils servent de refuge aux villageois environnants en temps de danger, de sorte qu'ils remplissaient une fonction protectrice communautaire. On peut dire qu'en période de danger, les villageois se retiraient derrière les remparts de la tour fortifiée, de même qu'aujourd'hui les gens cherchent un abri sûr. Foyer et forteresse se confondaient en un. Il est cependant intéressant qu'en période de paix et de stabilité, même la noblesse s'efforçait d'ouvrir et d'embellir ses demeures, parfois au détriment de la sécurité. À la fin du Moyen Âge et surtout à la Renaissance, certains châteaux devinrent des châteaux, habitations plus confortables avec de plus grandes fenêtres, des entrées plus commodes, où la fonction défensive céda au confort. Cela ne signifie cependant pas qu'ils aient renoncé à la protection. Ils comptaient plutôt davantage sur la garde professionnelle et la surveillance sécuritaire, troupes armées, garde urbaine, que sur les murs massifs. Mais tant que dura le Moyen Âge plein d'incertitudes, la sécurité était toujours au premier plan. Que ce soit une simple chaumière ou un château de pierre, le but était le même. Maintenir les voleurs dehors et la famille en sécurité derrière les portes. Nos ancêtres faisaient le maximum pour cela, parfois même en engageant des moyens considérables. Nous pouvons aujourd'hui considérer certaines de leurs méthodes comme amusantes ou primitives, mais beaucoup d'entre elles fonctionnaient étonnamment bien. Et qui plus est, sous une certaine forme, certaines se sont conservées jusqu'à aujourd'hui. Regardons en conclusion ce que l'époque moderne a retenu des astuces de sécurisation médiévale et ce qui est resté dans notre équipement instinctif pour la protection du foyer. À travers les siècles, la technologie change, mais le besoin humain de se sentir en sécurité chez soi reste le même. Quand nous réfléchissons, beaucoup de principes de la sécurisation médiévale ont persisté jusqu'à aujourd'hui, seulement sous une forme plus moderne. L'homme médiéval fermait la nuit une barre massive. Nous fermons des serrures de sécurité, et y ajoutons encore des chaînettes ou des serrures électroniques. Ils avaient des chiens de garde et des oies. Nous avons, outre les chiens toujours populaires, aussi des alarmes électroniques, des détecteurs de mouvement et des caméras. Mais le but est similaire. Découvrir à temps qu'un étranger s'approche, et le dissuader par le bruit ou l'enregistrement. Le village médiéval se serrait les coudes, et les voisins se surveillaient mutuellement. Aujourd'hui, nous avons des programmes de surveillance de quartier, des alarmes domestiques reliées aux agences de sécurité, et des groupes communautaires, où les gens se signalent les événements suspects dans la rue. Et les portes solides, murs et clôtures. Ceci reste la pierre angulaire de base de la sécurité jusqu'à aujourd'hui. En architecture moderne, nous privilégions peut-être les grandes fenêtres et les espaces ouverts, mais il est toujours établi que la maison doit avoir des portes d'entrée de qualité, des serrures, éventuellement des barreaux ou des films de sécurité sur les fenêtres, principe identique aux volets fermés et aux portillons sécurisés par une barre. Les alarmes d'aujourd'hui savent certes appeler directement le propriétaire au téléphone, mais d'une certaine façon, elles ne font que remplacer ce veilleur de nuit médiéval, qui en cas de problème faisait le tour des environs et alertait le propriétaire de la maison. L'électronique moderne remplit le rôle des anciens yeux, oreilles et voix des gardiens. Et il est intéressant que même la psychologie reste similaire. Par exemple, la seule présence d'un autocollant, objet gardé par un chien, ou d'une fausse caméra peut dissuader le voleur, de même qu'autrefois la croix sur les portes, ou l'écriteau avec inscription avertissant du chien. Les gens croient aussi aujourd'hui encore au talisman pour le bonheur dans la maison, par exemple se faire à cheval mentionné au-dessus des portes. Vous pouvez le voir sur des bâtiments ruraux, même au XXIe siècle, continuant ainsi inconsciemment dans la tradition des symboles protecteurs. Bien sûr, aujourd'hui dans le monde civilisé, nous ne devons plus craindre les raids de bandits avec des torches, et il pourrait donc sembler que les soucis de l'homme médiéval pour la sécurisation de la maison sont lointains pour nous. Mais il suffit d'une panne d'électricité, d'une défaillance de la technologie, et soudain, nous sommes de retour aux bases. Porte solide, serrure forte, et peut-être ce chien fidèle au pied du lit nous donne un sentiment de sécurité, de même qu'il y a des centaines d'années. L'évolution des dispositifs de sécurité de la barre de bois à l'alarme numérique est fascinante, mais cet instinct humain, de base,
verrouillé, fermé, sécurisé, pour qu'on soit tranquille la nuit. Nous l'avons toujours en nous. Ce qui est sympathique dans les méthodes médiévales de protection des maisons, c'est comment elles combinaient le bon sens, l'inventivité et l'esprit communautaire. C'est peut-être justement cela le message pour aujourd'hui. Que la technique n'est pas tout. Importante est aussi l'attention des voisins, la confiance dans la famille et la préparation à défendre ce qui nous est cher. Bien qu'aujourd'hui nous comptions sur des alarmes sophistiquées, au fond, nous respectons toujours les leçons de nos ancêtres. Verrouiller les portes, ne pas laisser les objets de valeur sans surveillance, ne pas faire aveuglément confiance aux visiteurs occasionnels et maintenir autour de nous un environnement où les gens s'entraident. J'espère que ce regard dans le passé vous a surpris et inspiré. Nous avons vu que le Moyen Âge n'était de loin pas aussi naïf que nous le pensons parfois. Les gens d'alors savaient défendre leurs foyers intelligemment, et avec ténacité, même sans électronique. Quand vous fermerez ce soir votre appartement avec une clé moderne, vous vous souviendrez peut-être de ce paysan inconnu qui, il y a 600 ans, mettait la barre dans les portes de sa chaumière et croyait qu'il avait fait tout pour la sécurité de sa famille. Je vous remercie pour votre attention et le visionnage de cette vidéo. Si l'expédition dans le Moyen-Âge vous a plu, je serais content si vous mettez un like à la vidéo et la partagez avec vos amis. Et n'oubliez pas, la sécurisation du foyer est importante à toute époque, alors pensons-y aujourd'hui comme nos ancêtres. Je vous souhaite une nuit tranquille.